Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 57, 157. Nous sommes au début du 7, comme dans les parties de tennis. Nous allons parler de nouveau de Fantasia, des studios Disney, et je suis très reconnaissant parce qu'il sait toute l'admiration, l'estime et l'amitié que j'ai pour lui, à Jean-Luc Brodel, qui est présent, de participer à cette analyse, ou plutôt à cette suggestion en duo. Bonjour, cher Jean-Luc, Bonjour Fabien. et merci beaucoup. Merci à toi. Alors, pourquoi Jean-Luc Brodel? D'abord, pourquoi pas? Et surtout, pourquoi pas? Parce que c'est un des formidables spécialistes de la musique, et je sais qu'il a revu récemment le film Fantasia. Alors pour mémoire, nous avions fait une suggestion déjà précédente, mais là on va surtout se focaliser sur la dimension musicale. Je rappelle que ce film est sorti en 1940, c'est le troisième film des studios Walt Disney, après Blanche-Neige et les sept nains, après Pinocchio, vous savez, cette marionnette en bois dont le nez pousse quand il ment, et tout de suite après Pinocchio, eh bien, il y a Fantasia, mais ça sort en 1940 et malheureusement c'est pratiquement le début de l'engagement, enfin malheureusement, la guerre c'est toujours quelque chose de malheureux, dans ce sens-là, c'est l'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor, et puis ça va être donc un film qui ne va pas être diffusé en dehors du marché américain. Et ce n'est qu'en 1946 que le film va envahir pacifiquement les écrans européens et notamment les écrans français. Et il va avoir un immense succès. Deuxième point, avant de passer la parole à Jean-Luc Brodel, c'est un film qui est fondé sur un équilibre parfait et harmonieux entre la dimension musicale et l'esthétique cinématographique, car les images ne se contentent pas d'illustrer la musique, de même que la musique ne se contente pas d'illustrer les images, mais au contraire, il y a, je dirais, un dialogue amoureux entre la musique et l'esthétique cinématographique qui est absolument extraordinaire. Et donc maintenant, voyons ce qu'un grand spécialiste comme Jean-Luc Brodel a à dire sur Fantasia. Tu as la parole, cher Jean-Luc. Bien, d'abord dire que Fantasia, je me souviens très très bien de mon enfance. Lorsque je l'ai vu, je me suis intéressé à la musique très tôt grâce à ma mère. Et ma mère m'a emmené voir Fantasia. Je devais avoir 6 7 ans, oui, mais je m'en souviens très très bien. Ça m'a beaucoup marqué parce que à notre retour, j'ai demandé les disques correspondants pour pouvoir entendre la musique. Donc voilà, donc ça c'est quand même une sorte de très grand classique Fantasia, en même temps très original et pour l'époque tout à fait unique. Très pédagogique aussi pour faire connaître des grandes œuvres à un très large public. Alors ceci étant, alors tu as très justement dit que c'est une sorte ce sont des noces entre les deux arts, l'art cinématographique et l'art musical. Et encore, on reste là dans les limites de la convenance, parce qu'on pourrait dire que c'est plus même une étreinte amoureuse entre les deux. Mais ne choquons pas les chastes oreilles. Je te laisse la responsabilité de la manière dont tu envisages cette union charnelle entre la musique et l'art cinématographique de l'époque. La dynamique interne des œuvres est transcrite de manière graphique, avec naturellement les moyens de l'époque, d'une façon tout à fait extraordinaire. Alors je mets un petit peu entre parenthèses l'histoire de l'apprenti sorcier, qui alors là du coup c'est une vraie histoire qui est suivie, illustrée, magnifiée, enrichie par la musique de Dukas. Et si tu me permets, c'est justement il y avait d'abord ce court-métrage
Et à partir de ce court-métrage, les studios Disney ont eu l'idée de rajouter d'autres. Et au total, il y a 7 séquences ou épisodes pour 8 partitions musicales, avec notamment, et tu comprendras pourquoi j'y suis particulièrement sensible, Le Mont Chauve de Moussorgsky, Oui. qui est le final. La nuit sur le Mont Chauve, voilà, Ouais. c'est encore une des œuvres, ça, que nos professeurs de musique nous faisaient entendre en sixième ou en cinquième, parce que c'est une musique extrêmement plastique et très forte sur le plan de l'imagination pour des jeunes gens. Alors, ceci étant, je vais dire quelque chose d'un petit peu négatif, pas négatif, mais une réserve, un bémol, en tout cas d'un point de vue musical, c'est-à-dire que c'est extrêmement daté, ce qui est fait musicalement dans ce film. Alors c'est Léopold Stokowski qui dirige et qui a d'ailleurs réalisé aussi l'œuvre, je crois, la forme orchestrale de la toccata, la fameuse toccata en ré de Jean-Sébastien Bach. L'Orchestre Philharmonique de Philadelphie. De Philadelphie. Mais c'est une manière de faire de la musique, c'est un peu historique et extrêmement intéressant, et une belle illustration de ça, très daté, très 1940. Ouais. Hein. Alors on le ressent, ça, aussi particulièrement dans la fameuse toccata en ré, qui commence le film. Et aussi l'œuvre qui termine le film, c'est-à-dire l'Ave Maria de Schubert, dont on dira sans trop de méchanceté que la transcription, en tout cas la version qu'on entend, fait plus penser à une orchestration de la fin du XIXe siècle qu'à l'Ave Maria vraiment originale de Franz Schubert. Voilà. C'est une des premières choses que je voulais dire. Ce qui est toujours intéressant, c'est parce que c'est aussi une très belle séquence du film, je trouve, c'est le Sacre du Printemps. Alors le Sacre du Printemps, c'est quand même une œuvre qui a révolutionné la musique, hein, qui est créé un scandale épouvantable en 1913, si je ne m'abuse. Igor Stravinsky a fait là quelque chose qui a beaucoup révolutionné et choqué. Je me souviens que j'avais un professeur d'histoire-géographie qui de temps en temps se laissait aller un peu à l'histoire culturelle. Il disait oui, le Sacre du Printemps, on jurerait d'un train qui rentre en gare. Hein. Évidemment, ça choque beaucoup les oreilles chastes habitués au XVIIIe siècle. Voilà. Mais ça ne choque pas les cinéphiles, puisqu'ils sont habitués à l'entrée d'un train en gare de La Ciotat. Voilà, exactement. Non seulement ça ne les choque pas, mais ça les ravit vraisemblablement. En tout cas, la présence de cet extraordinaire chef-d'œuvre du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky dans ce film est, je trouve, tout à fait surprenante à l'époque où le film a été fait. Il faut dire que c'est une œuvre qui est extrêmement... pour un orchestre, l'orchestre montre toutes ses facettes dans une pièce comme celle-là. Voilà. Voilà ce que je voulais dans un premier temps dire sur les musiques. Je reviendrai sur les autres si tu veux bien. Alors oui, passons tout de suite au deuxième temps, cher Jean-Luc. Alors le deuxième temps, oui, écoute, là on est vraiment dans la musique alors extrêmement agréable aux oreilles. Avec Tchaïkovski, avec un ballet que les gens, à l'époque, connaissaient particulièrement bien. Hein. Il y a un côté tutu qui est un petit peu raillé aujourd'hui, parfois. Hein. Mais Casse-Noisette, en dehors du fait que c'est une musique absolument remarquable, géniale, hein, mais Casse-Noisette, ça faisait partie des références culturelles de l'époque. Et je trouve ça particulièrement bien fait, joli et heureux. C'est un moment heureux, Casse-Noisette. Et traité avec une certaine forme d'humour, puisque tu as évoqué les tutus.
les tutus sont aussi bien entre les mains sur le corps des hippopotames ou des éléphants, et donc c'est ça qui est extrêmement drôle. Quand je dis qu'on se moque un petit peu aujourd'hui des tutus, on s'en moquait déjà aussi. En tout cas, le film traite cela avec beaucoup d'humour. Moi, ça me fait toujours rire aux larmes, les hippopotames, les entrées, les manières dont les éléphants, etc., dont les animaux portent le tutu en même temps. Le crocodile, si je me souviens aussi, bien également. Oui, voilà, tout ça est extrêmement drôle, plein d'humour, et en même temps ne retire rien au plaisir musical qu'on a à entendre l'œuvre. C'est ça qui est bien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet extrait, les studios Walt Disney, parce que c'est une œuvre collective, c'est pas un seul auteur, eh bien, ils montrent que même quand il y a au départ une dissonance, si l'on veut, pour reprendre les métaphores sonores, une dissonance structurelle entre l'habit, le tutu, et la corpulence physique de ceux qui portent le tutu, eh bien, grâce à la grâce du cinéma, eh bien, il y a quelque chose d'harmonieux, il y a une chorégraphie qui n'est pas soumise aux lois et aux obligations et aux nécessités de la pesanteur. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase de Nietzsche qui disait que, quand il parlait de certains philosophes allemands, il mettait en marche Tschur Boum Boum, et il disait ils ont des envolées plus lourdes que les retombées. Eh bien, là, il montre qu'au cinéma, c'est pas le cas. Même quand on est un hippopotame vêtu d'un tutu, eh bien, on peut être en harmonie avec la musique. Oui, qui porte les mouvements. Y compris les hippopotames sont d'une légèreté étonnante là-dedans. Voilà. Ça me rappelle un petit peu tout ce que tu viens d'évoquer aussi, ce titre d'une œuvre de Bergson, si je me souviens bien, qui s'appelle La pesanteur et la grâce. Avant que ce soit Simone Weil, je me souviens plus. C'est la grâce et la pesanteur. La pesanteur et la grâce, oui. Voilà, cette espèce d'équilibre entre les deux qui est une merveille. Qui est une merveille dans ce moment du film. Ouais. Ben, merci. Et alors, troisième moment, qu'est-ce que tu as retenu encore? Moi, j'ai retenu, évidemment, alors l'apprenti sorcier, ça aussi, Paul Dukas, ça a peuplé, moi, mon enfance, l'apprenti sorcier, parce que l'histoire de l'apprenti sorcier, qui intéressait beaucoup, y compris Karl Marx et Friedrich Engels, au début du manifeste, ils parlent de ça. Ils parlent de Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los. C'est-à-dire ce que j'ai noté, comment Nerval a traduit ça, n'est-ce pas? J'ai osé évoquer vos esprits et je ne puis plus les retenir. Et pour Marx, c'était la bourgeoisie qui avait créé des structures économiques qui la dépassent et qui vont la faire mourir. Voilà. Ce qui n'est pas encore le cas, en tout cas. Non. Mais c'est évidemment le texte de Goethe. C'est une ballade, en fait. C'est une assez longue ballade qui date de fin du 18e, 1797, si ma mémoire est bonne, et qui raconte justement, cette histoire du maître qui s'éclipse et qui laisse le lehrling, l'apprenti, déchaîner des forces qu'il est incapable de maîtriser. Alors évidemment, tout ça est très philosophique et tout est historique aussi. Voilà. La musique de Dukas, quand on lit le texte de Goethe, sa traduction, on se rend compte que la musique suit assez rigoureusement les différentes strophes de la ballade goethéenne. C'est assez régulier. Je trouve qu'il y a moins de... Comment dire, c'est très bien fait, c'est une histoire que Disney raconte aussi, comme on le disait tout à l'heure. Et là, à partir du moment où on raconte une histoire de cette manière-là, eh bien, on suit très rigoureusement la musique, laquelle musique avait suivi très rigoureusement la ballade de Goethe. Voilà. Et c'est une musique qui déchaîne vraiment, là aussi, les forces orchestrales, avec l'eau et avec les catastrophes qui s'abattent, et les esprits qui se multiplient à l'envi.
le mal est capable de se multiplier, c'est ça aussi. Et ce que tu dis, c'est très important, et je crois que, il faut rappeler que c'est pas innocent quand c'est fait en 1940, parce que le deuxième conflit mondial a commencé, et que donc une logique destructrice a été déclenchée, et le film, d'une certaine manière, anticipe un espoir, c'est que ceux qui sont les fauteurs de guerre, eh bien, soient dépassés par les courants, les tourmentes, les tourbillons de la tempête qu'ils ont déclenchée en ouvrant cette boîte absolument. Pandore. Ce que je vais dire là n'est pas rien à voir avec la musicologie, mais je pense en effet, comme toi, que ça n'est pas du tout un hasard. Voilà. Qu'on ait mis l'apprenti sorcier à une époque où on savait déjà que le national-socialisme n'était pas arrivé par un coup de baguette magique du coup au pouvoir, mais c'est une baguette maléfique, mais il est arrivé au pouvoir soutenu très puissamment par les forces industrielles et capitalistes de l'époque qui craignaient, non pas, j'allais dire à juste titre, le stalinisme. Une révolution de gauche. Une révolution, en tout cas, ça ils le craignaient beaucoup, et donc ils étaient prêts évidemment à donner les clés, et ils ont été des apprentis sorciers, puisque les forces du mal les ont balayés. Et ça fait penser aussi cet épisode, puisqu'il s'agit de balais et de seaux d'eau, qui échappe d'eau, voilà, oui, qui échappe à tout contrôle. Ça fait évidemment penser à l'analyse ou à la définition du rire et du comique énoncé par Bergson, qui dit que le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Et ben, c'est ce conflit entre le vivant et la mécanique des balais, des seaux, avec comme trait d'union la fluidité de l'eau. Absolument, on ne peut mieux dire, cher Farouk, on ne peut mieux dire. Alors, élément suivant que tu as retenu. L'élément suivant, c'était le sacre de Stravinsky, dont on a parlé. Il faut bien comprendre, pour les gens qui ne sont pas forcément dans les salles de concert régulièrement, il faut bien comprendre que le sacre a une puissance révolutionnaire au moins aussi forte que la révolution de l'école viennoise autour de Berg, Webern et Stravinsky. Berg, Webern et Schoenberg. Stravinsky, là, eh bien, il déchaîne, en effet, une nouvelle révolution qui reste néanmoins encore fidèle à un certain nombre de lois musicales qu'on connaît et qui avaient régi la musique complètement jusqu'à l'école de Schoenberg. Donc c'est une musique aussi qui, on ne peut pas dire qu'elle a des épigones, mais il est certain que c'est une musique qui a réveillé dans toute une génération de jeunes musiciens de l'époque une envie vitale, j'allais dire, de création. Radicale d'innovation. Et d'innovation, avec tout en refusant d'une certaine manière quand même l'école dodécaphonique. Oui. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans le sacre, indépendamment du fait que c'est une fois encore une des musiques du XXe siècle les plus magnifiques pour l'orchestre jamais écrites. Eh bien, merci. Et puis pour qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Montchauve, la nuit. Alors il y avait, oui, la nuit sur le Montchauve, oui. Oui, bah c'est Modeste Moussorgsky qui est un quand même des très très grands musiciens russes. Hein. La nuit sur le Montchauve, tout ça au fond. Oui, n'ayez pas peur, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est balayer les sauts qui. Oui. C'est les hippopotames qui sautent. La nuit sur le Montchauve, ça me fait quand même dire que les pièces qui sont choisies, en dehors du sacre de Stravinsky qui est au plein milieu du film, mais les pièces qui sont choisies sont quand même des pièces qui disaient beaucoup de choses aux gens à l'époque du romantisme. C'est quand même des musiques encore marquées par le post-romantisme, en tout cas, et La nuit sur le Montchauve de la même manière. Hein.
et par l'histoire que ça raconte, et par la manière dont Moussorgsky traite ce sujet. Il traite ça très très différemment dans beaucoup d'autres œuvres. Je trouve par exemple on trouve un autre Moussorgsky, je trouve, dans les tableaux d'une exposition, normalement, notamment dans la version du piano, quoi. Mais oui, tout ça est un peu kitsch quand même, dans la manière de présenter, la manière de jouer aussi ces musiques-là. Hein. Le choix est de l'époque, tout à fait daté, et puis c'est romantique, parfois kitsch. Quand je parle de kitsch au sens de Kundera, j'évoque en particulier la toccata en ré que je ne peux pas entendre, moi, j'avoue, musicalement par un orchestre, c'est pas possible pour moi. Et puis l'Ave Maria de Schubert, en fait, voilà, avec des voix angéliques qui, voilà, un petit peu une caricature de ces musiques. Alors, si tu permets, je vais me faire objectivement l'avocat du film, en disant d'abord que, on ne peut pas reprocher aux gens d'être datés de 1940 pour un film qu'ils font en 1940. Ah, ils ne peuvent pas en 1940 faire comme s'ils étaient en 1980. La deuxième chose, c'est que il faut quand même voir les enjeux, se rappeler ce que pourrait bien être ce qu'on appelle le ré, ce que par la suite les sociologues, les anthropologues ont appelé l'Amérique profonde, l'Amérique de la majorité silencieuse, du fin fond des régions multiples d'ailleurs, des États-Unis. Alors Bach, Moussorgsky, Stravinsky, c'est quand même très très loin de leur horizon quotidien, routinier, pourrait-on dire. Et donc ça, moi je suis personnellement reconnaissant au film de faire cet effort de vulgarisation au sens noble du terme pour des gens qui au départ ne sont pas prédisposés à être réceptifs à ces choses. Entendons-nous bien, Farouk, ça n'est pas une critique que je fais. Non, mais je sais, mais c'est une commentaire. Je comprends parfaitement et j'admire et je salue beaucoup cet effort d'un grand artiste de l'art cinématographique lié à la musique. Ce que je veux dire, c'est que pour nos oreilles aujourd'hui, je le dis un peu pour ceux qui nous regardent et nous écoutent et qui vont peut-être revoir ce film, il faut le regarder et l'entendre avec une certaine distance. Et pour l'Ave Maria, c'est sûr qu'une voix cristalline, c'est autre chose que, je dirais, un minestrone orchestré. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on aime. Peut-être un petit détail sur l'Ave Maria, sur Schubert, sur Franz Schubert. Ça amusera les gens qui nous font l'honneur de nous suivre. Récemment, nous avons évoqué, mon cher Farouk, Amadeus, et avec la figure de Salieri. Oui. Eh bien, Franz Schubert, il a été longtemps l'élève de Salieri. Voilà. Et donc, Schubert est un homme, il est mort à 31 ans, c'est un homme qui, à la fois, doit beaucoup à cette période, j'allais dire, de Mozart, hein, mais qui, en même temps, entre en profondeur dans l'âme des hommes ou des femmes de son temps, hein, c'est-à-dire dans le romantisme. C'est un romantique, en plus c'est un romantique populaire. C'est ça qui est merveilleux. C'est un homme qui a su admirablement relier justement la musique qui l'a précédé, de Mozart et Salieri, et le romantisme avec la chanson populaire, avec les chants populaires, avec toutes ces questions-là. Et tu utilises là un concept, ou une idée, ou une réalité très importante, populariser les choses, et bien c'est aussi ce que a fait Walt Disney. Alors, avant de te laisser le soin de conclure, et après t'avoir remercié à nouveau pour tes éclairages non seulement brillants mais lumineux, dirais-je,
Et pas cette prétention, mon cher mais, Farouk. non, mais moi j'ai cette constatation. Et comme je sais que tu es un jeune, mais grand-père, Oui. bien heureux, eh bien, j'espère que quand nous montrerons ce film à l'Odyssée, tu auras l'occasion de venir et leur montrer Fantasia. Et après, j'aimerais bien être une petite souris pour écouter les explications du compétent et tendre grand-père à ses bien-aimés petits-enfants. Alors c'est très gentil, ça me touche beaucoup ce que tu dis là. Oui, bien sûr, j'espère beaucoup ça. D'autant que j'ai une petite fille qui n'a que 2 ans, mais qui est passionnée dès maintenant par la danse, par tout ce qui ressemble à la danse. Alors voilà, elle est encore très petite pour venir encore au cinéma, mais j'espère bien qu'on viendra. Et j'attends ce moment du regard d'une petite fille, ou d'un petit garçon, peu importe, mais là, en l'occurrence d'une petite fille, sur ce film, sur cette merveille qui en même temps, parce que ce sont aussi, on n'en a pas parlé, mais ce sont des merveilles oniriques dans ce film. Hein. Il y a beaucoup d'onirique aussi. Hein. Une nature qui est une espèce de paradis originel, hein, paradis terrestre. Des couleurs. La pureté des couleurs. Donc tout ça est extrêmement beau et extrêmement séduisant. Alors évidemment, sur le plan technique, on ferait bien autre chose, on peut faire beaucoup d'autres choses aujourd'hui, tant sur le plan graphique de l'image que sur le plan musical. Parce que là, effectivement, l'orchestre de Philadelphie, ils ont fait ça avec leurs moyens, mais avec le maximum de ce qu'ils avaient de moyens pour faire les enregistrements. 33 micros. Ouais. 33 micros. 2 mois et demi d'enregistrement. On n'imagine pas aujourd'hui que tout ça est possible, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment une œuvre qui est à la fois une belle œuvre, qui est pour l'histoire de l'art du XXe siècle importante, et qui en même temps nous fait revenir, nous fait retrouver une âme d'enfant, une âme émerveillée, face aux couleurs, aux nouveautés, aux paysages, à la nature. On n'a pas parlé de Ludwig van Beethoven. Il y a un grand moment avec la 6e, la pastorale de Ludwig van Beethoven, hein, qui au fond marque dans l'histoire de l'œuvre de Beethoven une espèce d'abandon à la nature, en réalité. Beethoven se donne à la nature, il aimait beaucoup la nature, mais il la voit un peu comme salvatrice. Et on retrouve ça très fortement dans le film. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a tout ce jeu des couleurs pour évoquer la nature. C'est-à-dire c'est la nature des couleurs qui est en consonance ou en reflet ou en prolongement, en miroir. Oui, en écho, en miroir. Avec la nature. Oui. Et c'est ce qui fait que ce film reste, pour ma part, je le trouve toujours miraculeux. C'est ton mot de la fin alors, miraculeux. C'est très beau, merci beaucoup cher Jean-Luc. Et rendez-vous à très bientôt, puisque ensemble nous faisons aussi, quand l'Odyssée n'est pas fermé, le cycle Écoutez voir. Et donc on avait une programmation dont on pourra... on va la reprendre, espérons-le tous. Et on pourra déjà commencer à en parler dans nos suggestions en duo avec toi, si tu le veux bien. Très volontiers, toujours. Merci beaucoup cher Jean-Luc. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.